préambule, peut-être un petit highlight sur la situation économique ici en Suisse. Naturellement, la Suisse n'a pas été épargnée par la crise du coronavirus. Un peu plus de 30 000 cas ont été référencés, environ 1 500 décès. C'était un niveau relativement élevé en Europe, qui s'explique aussi par le fait qu'il y a eu un comptage assez systématique et dès le début de la crise des cas de coronavirus. Et on arrive finalement à un taux de 322 cas pour 100 000 habitants. Alors, il faut savoir qu'il y a eu une bonne gestion des flux dans les hôpitaux, dans les services Covid, dans les soins intensifs. Et cette bonne gestion a par exemple permis d'accueillir un certain nombre de patients français qui ont été soignés notamment dans les hôpitaux de Bâle et de Genève. Pour ce qui est de l'économie, on sort maintenant du semi-confinement. On en est sorti depuis le 11 mai dans une phase 1. Et puis, le retour à la normale devrait s'opérer, ou à la quasi-normalité devrait s'opérer à partir du 6 juin. On peut lire ici dans la presse que les entreprises recommencent à respirer et que l'activité économique retourne gentiment vers la normalité, avec une différence quand même assez notable entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, où les choses ont redémarré peut-être un petit peu plus vite en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Peut-être quelques éléments économiques sur la situation pour 2020 et les perspectives pour 2021. On va voir ça sur le slide suivant. Donc, ça, ce sont des éléments de prévision qui sont établis par le SECO, qui est le secrétariat d'État à l'économie ici en Suisse, qui est un groupe d'experts qui met en place des prévisions, pas que pendant la période Covid, mais tout au long de l'année, avec des prévisions trimestrielles, et qui n'est pas vraiment reconnu pour être un groupe d'experts très, très optimistes. Donc, en général, on a des résultats a posteriori qui sont meilleurs que les prévisions qui avaient été données. Néanmoins, ce qu'on voit pour 2020, c'est une contraction du PIB à hauteur de 6,7%, donc c'est relativement sévère. C'est aussi les indicateurs qui sont donnés par le FMI pour la Suisse. Et on voit un phénomène de rebond en 2021 qui est assez fort, avec une croissance économique attendue à 5,2%. Certains économistes, il y a une étude du Crédit Suisse qui est parue notamment la semaine passée, tablent déjà sur un rebond au dernier trimestre 2020. Donc on voit que les choses reprennent leur cours normal ici en Suisse. Si on se penche un peu plus dans le tableau, on voit que les exportations sont largement contractées cette année. Il faut savoir que la Suisse est un pays qui vit quand même beaucoup par ses exportations. C'est 600 milliards de francs suisses de PIB, dont la moitié qui provient des exportations. Donc, on a un tissu industriel qui est assez développé, c'est à peu près 24% du PIB, et un tissu industriel qui est largement exportateur. Il y a certains secteurs d'activité, c'est le cas de la chimie, c'est le cas de la pharma, mais c'est le cas aussi des machines-outils, des machines spéciales, des instruments de mesure, instruments d'essai, qui exportent plus de 90%, 90% de leur production dans le monde entier. Donc, c'est une véritable plateforme internationale. Donc, une contraction assez forte cette année, mais aussi là, un phénomène de rattrapage à 9,6% de croissance pour les exportations pour l'année suivante. Et puis, un dernier indice qui est intéressant dans le tableau, c'est le taux de chômage. On était, avant la crise, à 2,8%. Les prévisions pour cette année, c'est 3,9%, 4,1% pour l'année prochaine. Donc, une augmentation qui est assez forte par rapport au point de départ, mais in fine, un taux de chômage qui reste relativement contenu. Et on espère naturellement des résultats qui seront meilleurs que ceux qui sont indiqués ici dans le tableau. Quelques mots peut-être sur l'économie suisse. On va voir sur la slide suivante. On a des fondamentaux économiques qui sont excellents. On a peu de dette publique, on a à peu près à 30% de dette sur le PIB, donc vous voyez que c'est un pays qui est relativement bien géré. À titre d'exemple, sur les 20 dernières années, sauf à 3 exceptions, la Confédération a dégagé des exercices positifs entre 2 et 6 milliards de francs suisses, c'est-à-dire que la Confédération prélevait plus d'impôts qu'elle n'avait de dépenses, et donc ça a permis aussi au fil des années, au fil de ces 20 années, de réduire progressivement la dette. Et d'ailleurs, c'est un article de la Constitution, c'est le frein à l'endettement, et donc l'obligation pour la Confédération, pour les cantons, de rembourser la dette. Peut-être à noter également en période de Covid, et c'est encore le cas maintenant, un dispositif de chômage partiel qui
fonctionne relativement bien pour les salariés, mais aussi pour les chefs d'entreprise et les indépendants. Aujourd'hui, c'est à peu près un employé sur trois qui bénéficie de ce qu'on appelle les RHT ici en Suisse, donc la réduction de l'horaire de travail, qui est ce qu'on peut connaître en France sous forme de chômage partiel. Et puis, des ressources qui restent importantes. Aujourd'hui, la Confédération a injecté 62 milliards de francs suisses dans le plan d'accompagnement économique pour les entreprises. Et on a encore des réserves qui sont importantes, notamment au niveau de la Banque nationale suisse, un peu plus de 120 milliards, si jamais l'essoufflement devaient se poursuivre. Mais ce qui semble vraiment ne pas être le cas, on a ici en Suisse un optimisme quant à l'avenir qui est assez fort et qui peut être parfois même un petit peu surprenant vu de l'extérieur. Alors, naturellement, il y a certains secteurs qui sont plus exposés que d'autres. On peut ici penser en Suisse à l'hôtellerie, à la restauration, au commerce non alimentaire. Tout le commerce avait beaucoup souffert déjà avant la crise. Le développement du e-commerce, mais aussi le commerce transfrontalier. Il y a beaucoup de zones en Suisse où finalement on est en frontière avec la France, naturellement, mais aussi l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie. Et cette pratique qui vise à aller faire ses courses, aller faire ses achats de l'autre côté de la frontière pour économiser un petit peu. Donc tout ça a fragilisé quand même fortement le commerce de détail ici en Suisse. Je l'ai dit tout à l'heure, une dépendance assez forte vis-à-vis des exportations. Donc, dans les défis aussi de l'après-crise, c'est de voir comment les principaux partenaires commerciaux de la Suisse, et là on pense à la France et à l'Allemagne en premier lieu, vont réagir et vont se relever. Naturellement, si les partenaires vont bien, la Suisse va reprendre aussi plus rapidement. Une autre problématique à l'export, c'est le franc fort. On a un franc qui est structurellement fort depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on est quasiment à la parité avec l'euro et naturellement, ça pénalise les exportations. Et donc, il faut aller trouver de la compétitivité ailleurs. C'est dans l'innovation, dans les produits de niche. Et effectivement, on a ici en Suisse des entreprises, notamment industrielles, qui sont très spécialisées et qui exportent dans le monde entier parce qu'elles sont vraiment sur une niche d'activité. Et puis peut-être un dernier élément, c'est la nouvelle donne fiscale internationale pour les GAFA. Ici en Suisse, le risque, c'est la perte de 5 milliards de francs suisses par année de recettes fiscales. Et donc ça, c'est un élément qui est aussi important. En résumé, les perspectives sont plutôt bonnes, les entreprises se portent plutôt bien, vous allez voir aussi après pourquoi. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse d'un peu plus près à la croissance externe, qui est le sujet du séminaire de ce jour. Alors, on va peut-être détacher les deux grands scénarios possibles dans le cadre d'une croissance externe ici en Suisse. Une prise de participation minoritaire ou une JV, une joint venture, avec des avantages, naturellement, c'est assez peu de consommateurs en capital, donc ça peut demander moins d'investissement que le rachat d'une société. Ça vous permet d'entrer aussi rapidement sur un marché qui est parfois un petit peu compliqué, car très éclaté. Je le rappelle, la Suisse, c'est 4 langues nationales, c'est 26 cantons et demi-cantons. Chaque canton, on est bien dans une confédération, donc chaque canton a son propre gouvernement, a sa propre assemblée, a des règles qui peuvent lui être propres. Donc, on a 26 mini-États en réalité. Et donc, ça crée en fait un environnement qui est complètement différent de ce que vous pouvez connaître en France et qui est à prendre en considération vraiment de manière importante avant d'envisager un projet en Suisse. Et puis, les autres avantages, naturellement, que vous avez aussi dans le cadre de croissance externe sur d'autres marchés ou même sur votre marché local, c'est la mise en commun de moyens industriels, de moyens de R&D, de back-office, de force commerciale. Et donc, ça permet de créer des synergies dans le cadre de cette prise de participation minoritaire. Au niveau des contraintes, elles sont quand même assez fortes. Ne pas négliger la partie juridique. Il faut quand même s'assurer, si vous rentrez à 20 ou 30% dans une société, il faut quand même vous assurer d'avoir un certain degré de contrôle et surtout prévoir le scénario de sortie, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans quand mon coactionnaire va vouloir me vendre ou quand moi je vais vouloir vendre à mon coactionnaire ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Il ne s'agit pas que votre coactionnaire demain vende ses 60% de parts à votre principal concurrent. Donc, comment est-ce qu'on arrive à contraindre ça dans un contrat? Ça, c'est vraiment un élément qui est important. Le contrôle de la stratégie et de l'image. Votre nom comme entreprise française va être associé à celui de votre partenaire suisse. Comment vous le contrôlez? C'est pas toujours gagné. Et puis, dans le temps, est-ce qu'on a une communauté d'objectifs? On peut avoir en 2020 une communauté d'objectifs. Est-ce qu'en 2022, 2023, la stratégie sera toujours la même?
Donc, ce n'est pas nécessairement le scénario qui est préféré par les entreprises françaises qui investissent ici en Suisse, ou alors elles le font avec des échéances dans le temps, avec une montée au capital progressif. Mais en général, ce n'est pas le scénario préféré. Si on parle maintenant sur la slide suivante de prise de participation majoritaire, au niveau des avantages, naturellement, vous avez un gain rapide de part de marché, de clients et de références. Il faut savoir que le marché suisse, c'est un marché qui est relativement long, hein, le temps est long, c'est-à-dire que les clients sont assez fidèles à leurs fournisseurs. S'il n'y a pas de difficulté, on ne va pas changer de fournisseur pour gagner 3 francs sur un contrat. On aime la sécurité, hein, et donc la sécurité, c'est de travailler avec des entreprises qu'on connaît depuis longtemps. On connaît aussi les patrons d'entreprises qui nous fournissent ou qui prestent des services chez nous. Et donc, ça, c'est vraiment un élément important. Déploiement rapide d'une activité. Si on veut déployer une activité rapidement sur le marché suisse, effectivement, la prise de participation majoritaire ou le rachat, c'est l'option à privilégier. Ça permet aussi souvent d'acquérir de nouvelles technologies, des brevets, donc ça régénère quelque part les compétences de votre propre société. Et puis, en termes de notoriété, ça vous permet d'arriver avec une marque connue localement. Si vous êtes l'entreprise Dupont en France, vous aurez tout un travail d'image et de confiance justement à mettre en œuvre pour sécuriser vos clients. On peut gagner aussi en expertise sur son propre corps de métier ou bien sur des compétences connexes. Ça permet parfois aussi de diversifier les activités. On peut être dans un secteur d'activité et puis intégrer des activités connexes. Et puis, ça permet également souvent d'atteindre une taille critique. Et là, ça donne notamment des opportunités sur les volumes d'achat, mais aussi le fait parfois de pouvoir se positionner sur des appels d'offres, notamment des appels d'offres publics, en ayant les références qui vont bien, la taille d'entreprise qui vont bien, le chiffre d'affaires qui va bien. Donc voilà, quelques-uns des avantages. Alors naturellement, dans les contraintes, une mobilisation des ressources qui est assez forte, hein, ça demande du cash. Donc, bien penser à son besoin en fond de roulement dans la phase d'intégration. Le processus, et notamment le processus de discussion, puis après de négociation, peut être parfois un petit peu long. Et le risque principal d'expérience, hein, de ce qu'on voit ici en Suisse, ça reste quand même le risque RH. Vous l'avez vu, un taux de chômage qui est quand même très, très bas. On est en gros à 2,5%, 3% en période normale. Là, ça augmente un petit peu. Mais ça veut dire qu'il y a véritablement une tension sur le marché du travail qui est assez forte, avec l'avantage qui est plutôt aux employés qu'aux employeurs. Donc, vous devez tout faire pour garder le bien le plus précieux de l'entreprise, qui sont les collaborateurs et les collaboratrices. Et ça, lorsqu'il y a un changement, le Suisse est parfois un petit peu réfractaire au changement. Et donc, lorsqu'il y a un changement, c'est un risque qui est majeur et qui ne doit pas être sous-estimé. Donc, vraiment bien accompagner cette phase de changement, bien expliquer les choses, parce que le risque que vous avez, c'est de perdre dans les 3-6 mois qui suivent le rachat les personnes clés de l'entreprise que vous avez rachetée finalement. Et ça, c'est la pire des choses, parce que vous avez investi, votre investissement, il est fait. Et puis, si les personnes clés ne sont plus là, vos objectifs de rentabilité sur le marché risquent de ne pas être atteints. Conserver une homogénéité des métiers, effectivement, si vous êtes dans une phase de diversification, la stratégie peut être parfois peu ou pas lisible, donc c'est vraiment aussi un point d'attention important. Et puis un effet évolutif qui n'est pas forcément automatique, c'est-à-dire que la valorisation de votre société ne va pas être exponentielle parce que vous avez racheté une ou deux sociétés en Suisse. Donc voilà un petit peu le détail. Pour ce qui est maintenant des spécificités ici en Suisse, je l'ai dit, un marché qui est relativement éclaté. On a des grands groupes, hein, naturellement, si vous pensez à la chimie, à la pharma, Stenor, Roche, Novartis, qui sont des grands groupes, Nestlé dans l'alimentaire, mais en réalité, ce n'est pas la règle. On a plutôt un marché de PME, de petites entreprises, plutôt familiales, avec une forte capitalisation, et des entreprises, notamment dans la prestation de services, qui vont être très fortes localement. C'est-à-dire que l'entreprise qui est prestataire de services, qui est basée à Genève, il y a peu de chances qu'elle ait des clients à Berne ou à Zurich ou à Saint-Gall. En général, les entreprises sont plutôt dans un rayon relativement restreint autour de leur siège d'implantation. Une forte capitalisation, ça a son importance parce que naturellement, lorsque vous rachetez une entreprise qui a une forte capitalisation, vous allez la payer plus cher. Bien souvent, si elle est propriétaire de l'immobilier, c'est
pas dans une société extérieure, mais c'est l'immobilier directement logé dans la société d'exploitation. Donc, ça pose un certain nombre de problématiques, pour l'acquisition. Le temps qui est long, je l'ai dit, je le répète, c'est vraiment un élément important. Et puis, un rachat, c'est un partenariat quelque part entre le cédant et le repreneur, que ce soit une personne individuelle ou une société. Et donc, l'importance de votre notoriété, de votre degré de confiance que vous allez inspirer, du projet que vous allez apporter, il faut vraiment bien le travailler. C'est-à-dire, on va voir le potentiel cédant en ayant un projet très clair à lui proposer, où lui doit avoir sa place aussi s'il en a exprimé le désir. Et donc, ça, c'est vraiment un élément important. L'accès à la main-d'œuvre et aux compétences, j'en ai parlé, c'est vraiment à ne pas sous-estimer parce que on peut avoir énormément de différences dans les spécificités, que ce soit en termes de management, de traitement salariaux entre la Suisse et la France. Je pense que Blanquin y reviendra aussi un petit peu tout à l'heure. Et puis, une des principales difficultés, c'est de trouver finalement les entreprises à racheter. Un des bons indices, c'est de vous dire que si vous avez un dossier qui arrive chez vous en France, c'est qu'a priori, il a déjà fait le tour du marché suisse, qu'il n'a pas trouvé preneur. Parce que ici, on est dans un pays extrêmement corporatiste. Il y a peu de présence de l'État. C'est pour ça qu'on a aussi des charges qui sont relativement faibles. Charge patronale, charge salariale, c'est 15%. 15% de charge patronale, 15% de charge salariale. L'impôt sur le bénéfice des sociétés, donc il y a eu une révision de l'impôt sur le bénéfice des sociétés qui est rentrée en force maintenant depuis le 1er janvier. Et donc, on est sur des taux qui vont de 12 à 16% sur l'ensemble de la Suisse en fonction des cantons, parce que les taux d'imposition sont cantonaux en grande partie. Il y a un niveau fédéral, un niveau cantonal et un niveau communal. Mais on arrive sur des taux effectifs entre 12 et 16%. Et donc, vous allez avoir assez peu de structures étatiques, mais par contre des structures, des fédérations professionnelles, des corporations qui sont très puissantes, très actives. Et bien souvent, les acteurs d'une même profession se connaissent bien et les deals se font souvent directement entre acteurs parce qu'on connaît la famille qui possède telle société. Donc, si un dossier arrive chez vous en France, ce n'est pas forcément bon signe parce que ça veut dire que le dossier n'est pas forcément le meilleur que vous puissiez trouver. Et on n'existe pas en Suisse de base sur laquelle vous allez pouvoir trouver des opportunités d'acquisition. Donc, comme vous l'avez en France, des sites internet, la CCI locale qui met à disposition des listes d'entreprises qui sont à reprendre, ça n'existe pas. C'est là justement, on va passer à la slide suivante, qui est important le fait de se faire appuyer dans sa démarche sur le marché suisse. Alors, c'est un service naturellement qu'on propose à la Chambre, qu'on met en œuvre pour les entreprises françaises. Le contexte, j'en ai un petit peu parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais peut-être si on passe un petit peu sur la partie méthode maintenant, donc la slide suivante. Nous, on va appuyer des entreprises françaises qui ont un projet d'acquisition ici en Suisse et on va vraiment prendre en charge toute la partie amont qui est la plus compliquée en réalité, c'est de trouver les cibles. Et là, on va aller véritablement chercher dans le dur, si je puis dire, des entreprises qui correspondent à un cahier des charges. Donc, la première étape, c'est qu'on définit un cahier des charges avec l'entreprise française. On met en place une réunion de lancement pour bien valider le projet, bien valider la compréhension du projet. Et puis ensuite, on passe au ciblage de société et à la préparation de la phase d'approche. Et c'est là qu'on va expliquer justement votre projet. Alors, le ciblage de société, on le fait sur différentes bases qui sont internes et externes à la Chambre, ce qui nous permet d'avoir une vision assez exhaustive de l'ensemble des acteurs du secteur qui sont ici en Suisse, avec des découpages géographiques par taille d'entreprise, par portefeuille client, par typologie d'activité, par type de technologie présente chez la cible. Et ensuite, on va aller identifier l'actionnaire, qui est souvent dans le cadre de PME, l'actionnaire dirigeant, donc qui est vraiment à la tête de l'entreprise, mais qui peut être aussi un actionnaire qui n'est pas impliqué opérationnellement dans l'entreprise. Et puis, on va ensuite approcher ces cibles pour leur présenter le projet de prise de participation majoritaire ou de rachat, et puis mettre en place les premiers rendez-vous et les premières discussions avec l'investisseur, avec l'entreprise française. Si on passe maintenant à la slide suivante, peut-être juste au niveau du timing, ça c'est des missions en général qui vont durer
entre au plus court 2 mois et demi, 3 mois, et puis ça peut aller jusqu'à 4 mois, 5 mois, en fonction du nombre d'échanges qu'on va avoir avec les cédants potentiels. Là, vous avez quelques exemples de projets qui sont en cours actuellement ou qui ont été clôturés récemment. Et vous voyez qu'on travaille vraiment dans tous les secteurs d'activité. On travaille sur l'ensemble du territoire suisse. La Chambre est présente à Genève, à Bâle et à Zurich. Et donc, on va travailler sur toute typologie de projet en termes de taille, mais aussi en termes de taille de cible, mais aussi en termes de secteur d'activité. Là, on a travaillé pour un cabinet d'audit et de comptabilité, pour le rachat d'une fiduciaire zurichoise de petite taille, c'était une petite entreprise. Là, on termine une mission pour un groupe international d'ingénierie IT qui est déjà basé en Suisse, qui a déjà une grosse filiale ici en Suisse romande, mais qui cherche à racheter un acteur en Suisse alémanique. On a travaillé pour une société leader dans le secteur de l'ultra propre aussi pour le rachat d'une petite société où vous souhaitez avoir une société relativement petite mais qui avait des compétences sur la partie logistique et douane pour reprendre en fait la distribution de leurs produits en Suisse et s'affranchir du distributeur qu'ils avaient jusqu'à présent et duquel ils n'étaient pas satisfaits. On passe sur la slide suivante. Groupe industriel de solutions d'accès et de travail en hauteur. On a travaillé pour un réseau d'EHPAD aussi français avec la reprise d'un EHPAD, d'un EMS en Suisse alémanique pour une entreprise générale de construction française, qui est une entreprise relativement importante, qui a déjà racheté une société il y a 2 ans. Et là, on reprend un mandat pour identifier une seconde cible sur le marché roman. Vous voyez des exemples assez divers, je ne vais pas m'étendre dessus. Peut-être ensuite, si on passe à la slide suivante, quelques mots sur la CCI France-Suisse. C'est le premier réseau d'affaires franco-suisse, un peu plus de 700 entreprises qui sont membres de la Chambre et deux grandes familles d'activités. On fédère, on informe, on défend, on anime les entreprises françaises implantées en Suisse et les entreprises suisses qui ont des relations d'affaires avec le marché français. Donc là, c'est environ 60 événements par année en temps normal. Depuis quelques semaines, on est un petit peu à l'arrêt sur la partie événementielle, mais ça va reprendre à la fin du mois d'août. Donc ça, c'est une partie importante de notre activité, environ un tiers de l'activité. Et puis 2/3, c'est l'accompagnement opérationnel des entreprises françaises dans leur implantation et leur développement sur le marché suisse. Et c'est ce qu'on fait typiquement avec ces missions d'appui à la croissance externe. Voilà, j'en ai fini pour cette partie. Je vais passer la parole à Franck Blampin, directeur général de la filiale d'Honnête ici en Suisse, qui va vous apporter un témoignage assez consistant. C'est un sujet qu'il connaît bien. Et Franck, donc je te passe la parole. Tu peux activer ton micro. Merci Romain. Bien, bonjour, Franck Blampin, donc je suis d'origine française, je suis en Suisse depuis 2014. J'ai rejoint la Suisse en 2014 pour reprendre des actifs de 8 sociétés dans le cadre d'un projet avec une holding familiale, société qui a été vendue en 2017, une fois qu'elle était bien consolidée, rachetée par des fonds d'investissement suisses. Et pour rejoindre la société, le groupe Honnête, qui m'a demandé de reprendre la direction, voilà, sur la Suisse. Et depuis fin 2017, nous sommes en train de reprendre des positions qui étaient très importantes par le passé, puisqu'on intervenait sur l'intégralité de la Suisse et qui se sont concentrés il y a une dizaine d'années sur la Suisse romande. Et là, on est à nouveau à la conquête de nouveaux marchés, en développant ou de nouveaux métiers que l'on a dans certains pays du monde sur la Suisse romande, ou alors de dupliquer notre métier principal qui est la propreté sur la Suisse alémanique et probablement par l'intermédiaire de croissance externe. Donc, quelques mots sur la société Honnête qui est assez connue en France. Donc, la société Honnête est un groupe familial qui n'est pas coté en bourse, qui a 150 ans. Donc, c'est 2 slides suivants, je ne sais pas si j'ai la main. Le slide suivant aussi. Merci. Et donc, on a une présence physique dans 8 pays.
une très forte présence en France, puisqu'on a 470 implantations sur la France, environ 50 000 collaborateurs en équivalent plein temps, et vous voyez 75 000 dans le monde. On rayonne au total sur 20 pays. On travaille sur 20 pays, notamment sur nos activités nucléaires. Le choix qui a été fait dans notre organisation, et c'est là où c'est important de parler de croissance externe, c'est qu'on ait une position presque dominante sur la France. C'est la seule façon de continuer à développer le groupe et de continuer à développer nos activités sur d'autres pays. Et ça se fait par l'intermédiaire essentiellement de croissance externe. Aujourd'hui, en Europe, nous sommes en Espagne, Suisse, Portugal, Luxembourg et France. On est depuis quelques années, 4 ans sur le Brésil, aux États-Unis, et on va ouvrir prochainement une société sur le Japon, et on imagine continuer aussi notre développement sur l'Afrique. Donc le sujet, c'est clairement le faire à travers des croissances externes, et on a du coup une très forte expertise dans le domaine. En termes d'activité, donc c'est le slide suivant, on intervient dans énormément de métiers, principalement propreté et services, la sécurité, les services aéroportuaires, on est très connu en France pour ça. On fait de l'accueil en entreprise ou en événementiel, de la logistique, mais surtout de la logistique en entrepôt. Par exemple, on distribue les pneus Michelin en France. Et au niveau de la technologie, on est plus sur les activités de nucléaire ou de gestion de déchets nucléaires, où on intervient avec des robots dans des milieux hostiles. On a aussi pas mal d'activités sur l'intérim, le recrutement, la formation, on fabrique aussi nos propres produits. Sur le slide suivant, vous allez voir que sur la Suisse, on a une position un bon maillage du territoire sur la Suisse romande. Et c'est là où on se dit qu'on a plusieurs solutions sur notre développement. Au final, où on continue notre développement sur la Suisse romande en proposant à nos clients des métiers complémentaires que l'on peut faire dans le groupe grâce à l'expertise, et notamment sur le nucléaire, parce que c'est un vrai sujet. Ou alors, on repart sur la Suisse alémanique, et là, ça ne peut se faire que par l'intermédiaire d'une croissance externe, puisque la croissance organique prend énormément de temps. Il y a des problèmes interculturels dont je parlerai juste après qui sont très importants, et c'est une vraie barrière. Et une solution pour gagner du temps, comme le rappelait Romain, c'est la croissance externe. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, ma présentation va se faire en 4 temps. Je pense qu'il est important, dans un premier temps, de parler de la conjoncture économique. Romain le rappelait tout à l'heure, on traverse une période un peu compliquée, et je voudrais y revenir et plutôt vous apporter un éclairage, mon éclairage et ma vision par rapport à ce qui se passe et par rapport à l'historique. En deuxième point, je reviendrai sur les raisons qui nous poussent à privilégier la croissance externe pour accélérer notre développement en Suisse plutôt que la croissance organique. Je parlerai aussi, je voudrais vous alerter aussi sur des quelques points de vigilance. Donc, ce ne sera pas exhaustif, mais il y a des points importants qu'il faut retenir. Je souhaiterais aussi toucher quelques mots sur la valorisation des actifs, et là aussi, porter quelques points d'attention avant de conclure. Donc, sur la conjoncture économique, comme le rappelait Romain, on a, comme tous les pays dans le monde, je pense, on rencontre des difficultés économiques qui sont globalement assez bien maîtrisées en Suisse. On a la chance d'être dans un pays qui a des ressources financières extrêmement importantes, un très faible taux d'endettement au niveau des entreprises et du coup une capacité de rebond très importante. On l'avait déjà vécu il y a 5 ans, même si on a pour habitude de dire que la Suisse, et ce qui est vrai, est un pays très stable, notamment une grosse stabilité en matière fiscale et en matière sociale, ce qui n'est pas vraiment le cas dans d'autres pays, notamment la France. Il n'en reste pas moins qu'on, sur les 5 dernières années, on a eu 2 grosses crises à traverser, bon, celle que l'on vit actuellement, que tout le monde connaît, et une qui est née le 15 janvier 2015, quand la BNS a arrêté de soutenir le franc, et le franc s'est apprécié, et en 24 heures, on avait perdu 20% de compétitivité
Et quand on sait qu'un franc sur deux de chiffre d'affaires vient de l'export, ça veut dire que la plupart de nos entreprises en Suisse se sont retrouvées en difficulté du jour pour le lendemain, et toutes les sociétés prestataires comme la société honnête en a subi aussi les conséquences. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que dans les mois qui ont suivi, il y a eu un vrai rebond, une capacité d'investissement important qui a permis de rebondir et de maintenir une croissance du PIB, de maintenir l'emploi, voire de diminuer encore le taux de chômage. Et on s'est aperçu à cette occasion-là que la Suisse avait de réelles capacités de rebond, et c'était très intéressant. Donc, pour moi, juste pour la conjoncture, il est clair que le Covid ralentira l'économie, mais je ne pense pas qu'il mettra en péril beaucoup d'entreprises sur la Suisse, puisqu'il y a des moyens financiers et une assistance de la Confédération qui est vraiment très importante. Alors, pourquoi on s'intéresse chez Honnête à la croissance externe? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites par Romain. La première raison, c'est que dans le métier du service, il y a énormément d'opportunités. C'est un marché qui n'est pas consolidé, comme dans beaucoup d'autres secteurs. Et il y a énormément d'entreprises familiales qui ont un énorme problème de succession, qui se retrouvent sans repreneur, et nous sommes régulièrement sollicités sur un certain nombre de dossiers. La deuxième chose, c'est un accélérateur. Faire du business en organique dans des cantons dans lesquels on n'est pas implanté en Suisse, c'est extrêmement difficile. C'est très cloisonné, il y a des différences culturelles extrêmement fortes. Donc, une des raisons pour lesquelles on va plutôt s'intéresser à la croissance externe, c'est pour gagner du temps, même si les temps sont longs. On parle globalement entre 6 mois et 1 an sur le rachat d'une entreprise, c'est long et c'est court. Ça nous permet vraiment d'avoir un énorme accélérateur. La deuxième chose, c'est que ça permet de gagner énormément de temps dans la consolidation du réseau. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de travailler avec des acteurs locaux. Je disais, les implantations locales permettent de beaucoup mieux appréhender les problèmes interculturels, et il est extrêmement compliqué de faire du business à Fribourg, sur le canton de Fribourg, quand on a son siège social sur Genève, voire c'est quasiment pas possible. Donc la seule façon de pouvoir pénétrer le marché, c'est de rentrer ou en partenariat avec des acteurs locaux, ou alors de les racheter. La quatrième raison, c'est l'accès aux compétences métiers, mais surtout l'accès à la main-d'œuvre qualifiée. On est dans un pays où le taux de chômage est très faible. Alors, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Un des inconvénients, c'est qu'on peut avoir, comme le rappelait Romain, et c'est la principale ressource de l'entreprise, une fuite des talents. C'est extrêmement compliqué. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous sommes extrêmement attentifs au moment des rachats d'entreprise, notamment en mixant les équipes de direction, parce que c'est important. L'intégration doit être vraiment pensée, et les cultures doivent être vraiment mélangées si on veut que ça réussisse. Souvent, le Suisse a horreur du changement, sont réfractaires quand il y a des nouveaux entrants. C'est extrêmement compliqué, ça prend du temps, il faut expliquer les choses, écouter les gens, et c'est un point, je dirais, si c'est le point le plus important sur les points de vigilance sur la croissance externe, c'est bien celui-ci. Sur les autres points de vigilance sur lesquels je voulais attirer votre attention, c'est l'importance du réseau. La relation de confiance, les rapports humains sont essentiels en Suisse. On fait du business avec des hommes. Le juridique est souvent secondaire, notamment quand on travaille avec des entreprises familiales. Donc, il est toujours important de bien évaluer la solidité du réseau, regarder sa fiabilité, s'assurer que l'image de marque de l'entreprise n'est pas écornée, de façon à pouvoir profiter et user au mieux du nom de la société que l'on rachète. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre les raisons pour lesquelles les vendeurs mettent en vente leurs actifs. De ma propre expérience, on a 2 types de vendeurs, souvent sur des problèmes de succession. Là, l'accompagnement est parfait. Il y a vraiment une approche patrimoniale.
Souvent, les vendeurs restent un petit moment d'ailleurs avec nous dans les organisations. Et à ce moment-là, les choses se passent bien et on n'a aucune difficulté. Le point de vigilance, c'est quand on est là pour faire du business et donc la vente se fait uniquement pour des raisons financières. Là, j'attire juste l'attention sur ce risque-là, qui est à court moyen terme, qu'il faut couvrir. C'est extrêmement difficile parce qu'on se retrouve souvent avec une partie du management au bout de quelques années en face de nous et on a de nouveaux concurrents. C'est extrêmement compliqué. C'est vrai dans d'autres pays comme la France, j'ai eu l'occasion de le subir aussi. C'est encore plus vrai en Suisse. Il y a un point aussi important sur lequel il faut être vigilant, c'est que le marché est extrêmement conservateur. Alors c'est bien parce que ça permet de sécuriser son portefeuille client. Il y a assez peu de rotation, j'en parlerai juste après dans l'appréciation des actifs. Il y a assez peu de rotation sur le portefeuille client. Néanmoins, il ne faut pas s'attendre quand on fait un business plan à avoir un développement organique, souvent dans les sociétés de services, je parle des sociétés de services uniquement, à avoir un développement à 2 chiffres, ça n'existe pas. L'autre point de vigilance, c'est les langues. Romain en parlait tout à l'heure. La Suisse, c'est 4 langues. C'est 2 voire 3 pays, si on met le Tessin. Il ne faut pas sous-estimer ces problèmes-là. La langue est une vraie barrière. Et culturellement, c'est extrêmement marqué en Suisse. Et souvent, en plus de ça, nos clients sont organisés aussi par zone. Donc, on travaille uniquement sur la Suisse romande chez Honnête. On a des enseignes nationales, mais qui nous confient uniquement les magasins de la Suisse romande et qui prêtent un autre prestataire pour la Suisse alémanique. Donc, c'est pas parce que on a une activité uniquement sur une partie de la Suisse qu'on ne peut pas s'attaquer à des clients nationaux. Ayez bien ça en tête, parce que les clients sont organisés de la même façon que nous. Sur la valorisation des actifs, je dirais j'ai 5 points de vigilance. Le premier, c'est le portefeuille client. Nous, on a pour habitude de segmenter le portefeuille en 3. Du retour d'expérience que l'on a, même si on dit que le taux de rotation sur le marché est extrêmement faible, ça évolue un tout petit peu. Moi, je scinde toujours mon marché en 3, donc les clients publics. Bon, je dirais qu'à l'exception de Genève, nous sommes reconduits tacitement d'année en année. Il y a assez peu d'appels d'offres sur les marchés publics. Donc, quand on a une entreprise qui est majoritairement sur du public, on peut être serein sur le futur. Et je mets juste une parenthèse sur Genève, où là, on rentre sur une dynamique qui est plutôt comparable à celle de la France, où il y a des renouvellements sur des périodes de 2, 3, 4 ans. On est systématiquement rechallengé. Et ensuite, il y a le marché privé. Et dans le marché privé, il y a 2 types de clients. On a les grandes entreprises, les multinationales, et les petites entreprises. Sur les petites entreprises, on voit que globalement, notre reconduction est quasiment à 100% sur la totalité des marchés. C'est extrêmement stable. On n'a pas de difficulté. À partir du moment où le job est fait correctement, on n'est pas challengé. Nos clients sont extrêmement fidèles. En revanche, on voit que les grandes entreprises se structurent. Moi, j'ai vu une évolution sur les 5 dernières années en Suisse, notamment sur nos marchés, où les grandes entreprises se structurent avec des services d'achat centraux. Et là, on commence clairement à être régulièrement challengé avec des prix qui sont tirés vers le bas sur un marché, pour nous, qui est extrêmement concurrentiel. Donc, ce portefeuille-là est extrêmement fragile. Donc, attention quand on travaille sur des business plans sur cette typologie de client. Le deuxième point, c'est les problèmes de structure atomisée. Dans les métiers de service, si on veut couvrir la Suisse et pour bien appréhender les différences interculturelles et notamment entre cantons, on doit avoir des implantations fixes comme vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure chez Honnête, sur des cantons vraiment importants. C'est indispensable, mais c'est coûteux. L'immobilier en Suisse coûte extrêmement cher. Les propriétaires sont beaucoup plus protégés qu'en France et on est souvent sur des contrats long terme qu'on ne peut pas casser
comme ça, on est souvent engagé sur plusieurs années. Donc, extrême vigilance dans la signature des baux, parce que quand on se trompe, ça peut coûter vraiment très cher. Et sur des métiers comme les nôtres, à faible valeur ajoutée, on n'a plus qu'une solution, c'est aller chercher du volume. Le deuxième point, c'est la mobilité. La mobilité et le transport, d'une façon générale, est très difficile en Suisse. On a pas mal de lacs et de montagnes. On a un encombrement sur la route qui est très important. Et dans ma précédente expérience en Suisse, j'avais une activité de transport et on voyait que les temps de transport augmentaient globalement de 5% par an, ce qui est énorme. Et c'est extrêmement compliqué à appréhender. Donc, soyez extrêmement vigilants sur ce genre de business. Dès que vous êtes dans le transport, c'est un point qu'il faut vraiment appréhender parce que les ratios se dégradent d'année en année. Et pour l'avoir subi, je peux vous garantir que c'est extrêmement coûteux et peu entendable pour nos clients. L'autre point, c'est l'environnement social. Il est clair qu'on a un environnement social souple. Donc, dans le cadre d'un rachat, si on a besoin de faire des restructurations, c'est beaucoup plus simple qu'ailleurs. On a assez peu de contentieux prud'homaux, voire peu, voire pas. On en a uniquement chez nous sur Genève, où il y a une pression syndicale qui est beaucoup plus forte que sur le reste de la Suisse, qui est quasiment inexistante sur le reste de la Suisse. Néanmoins, elle reste coûteuse. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un environnement social souple qu'il faut sous-estimer les coûts. On a quand même des délais, c'est normal, de congés à respecter. Quand ce n'est pas géré par une convention collective, il y a un code des obligations. Hein, les règles sont assez claires sur le sujet. On a souvent tendance à sous-estimer les coûts de restructuration parce qu'on part du principe que les choses sont simples. Attention, grande vigilance, et notamment sur les arrêts maladie qui font suite à des licenciements qui coûtent très très cher à l'entreprise puisque les assurances sociales sont privées ici en Suisse. Un autre point important, c'est la fiscalité. Romain le rappelait, la fiscalité est très attractive. Le gros intérêt de la Suisse, c'est que c'est extrêmement stable. Et le deuxième intérêt, c'est que quand on a une dimension nationale ou pluricantonale et qu'on a la chance de pouvoir aller négocier son implantation avec les services fiscaux de chaque canton, il ne faut pas hésiter à challenger tout ça parce qu'il y a énormément d'attractivité en fonction des cantons. Je sais que pour ma part, on travaille pas mal avec le canton de Fribourg parce que le canton de Fribourg a besoin d'attirer des entreprises et il y a une vraie compétition entre les cantons et notamment Vaud et Fribourg sur ce sujet. Je voudrais juste conclure en disant que s'il y a un point aussi important, c'est les problèmes interculturels dont on n'a pas trop parlé là, et on pourrait appeler ça la Suisse attitude. Et je pense que s'il y a des règles de base sur lesquelles il faut s'appuyer, j'en donnerai 5. La première, c'est qu'il faut tenir ses promesses et inspirer confiance. C'est très important. Il ne faut pas sous-estimer ça. Il faut être consensuel, le jouet collectif. En Suisse, les Suisses ont horreur des conflits et des rapports conflictuels. C'est extrêmement bloquant dans le cadre d'une négociation. Il faut s'intéresser aux Suisses et, dans la mesure du possible, parler la langue. On ne va pas en Suisse alémanique sans parler suisse-allemand. Il faut écouter, parler sans a priori et éviter de comparer. Voilà, ça, c'est vraiment des règles de base qu'il faut s'approprier si on veut réussir son développement sur le territoire suisse. Je crois que mon temps, le temps qui m'était imparti est bien écoulé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Franck, pour ce témoignage enrichissant. Je rappelle aux participants que vous pouvez poser vos questions au travers de l'onglet QR qui est en bas de votre écran. Et peut-être, Franck, on va commencer avec une première question. On parlait de valorisation d'entreprise tout à l'heure. Alors, c'est effectivement une étape qui peut parfois créer un petit peu d'achoppement entre le cédant et l'acquéreur. Et on a évoqué le cas aussi de PME où finalement l'entreprise et de facto le chiffre d'affaires de l'entreprise est parfois porté par une personne qui est l'actionnaire dirigeant, qui est le cédant. Est-ce que là, il y a des cas spécifiques? Est-ce qu'il y a des critères à observer, des précautions à prendre?
Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, quand le cédant, c'est souvent des entreprises familiales que l'on rachète. Nous, on s'intéresse assez peu à des cibles, des sociétés importantes. Donc, généralement, ça se passe assez bien parce que les choses se font progressivement. On essaye d'intégrer l'entreprise et de prendre des participations de façon échelonnée, de façon à ce que les choses se passent en douceur. C'est comme moi, Romain, qu'il ne faut pas trop bousculer euh, les, les vendeurs parce qu'au risque de les froisser et de rentrer en conflit. Et donc, du coup, de notre côté, l'accompagnement se passe assez bien. On est sur un portefeuille client ou public ou privé où on a un taux de rotation qui est proche de zéro. On a une énorme fidélité au niveau de notre portefeuille client. Donc, moi, de ce côté-là, en tout cas du côté honnête, on n'a pas eu de problème particulier et de mauvaises surprises. J'en ai plus eu dans ma précédente vie où là, on travaillait avec, on a eu l'occasion de racheter des sociétés où on avait mal appréhendé le portefeuille client, justement, peut-être avec une structure dans le portefeuille où il y avait trop de grandes entreprises, où la culture d'achat a changé et où on a eu des pertes de chiffre d'affaires assez importantes qui n'avaient pas été anticipées au moment du rachat. Peut-être une autre question sur les profils et notamment sur les profils commerciaux. Est-ce que les structures de salaire, d'incentive sont comparables à ceux qu'on peut connaître en France ou bien est-ce que, par exemple, chez Honnête, il y a une adaptabilité qui est mise en place entre la politique en France et la politique dans d'autres pays, et notamment en Suisse? Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, on est en plein dedans. Donc, chez Met, en tout cas, on s'adapte aux différentes cultures. Je peux donner deux exemples. Quand on est sur Genève, on est sur des structures de rémunération au niveau des commerciaux qui sont semblables à celles que l'on pratique en France, c'est-à-dire un petit fixe et des gros variables. Et c'est entendu, ça ne pose pas de difficulté. Quand on est sur le canton de Vaud, on est déjà sur un équilibre un peu différent où le fixe est généralement un petit peu plus haut et le variable un peu plus bas. Et quand on monte sur Fribourg ou Neuchâtel, on est plutôt majoritairement sur une partie fixe où le variable, culturellement, n'existe pas. Et on le voit actuellement dans les recrutements que l'on fait. On recrute actuellement des commerciaux sur Neuchâtel et Fribourg. Ce n'est pas entendable d'avoir des structures de rémunération comparables à ceux de Genève. Donc, ce qui pose aussi une difficulté, c'est que du coup, on va se retrouver avec des collaborateurs dans une même société avec des structures de rémunération différentes pour un poste identique. Et c'est compréhensible par les collaborateurs, les gens Il faut comprennent. l'expliquer. Ouais. Il faut l'expliquer, oui, c'est assez compréhensible. Alors peut-être une dernière question. On a parlé de réseaux tout à l'heure, de l'importance des réseaux et notamment bien comprendre les réseaux qui étaient travaillés dans les sociétés qu'on cible. De manière peut-être plus générale, comment est-ce qu'on travaille le réseau ici en Suisse? Est-ce que c'est spécifique ou bien est-ce qu'on fait de la même manière qu'en France? Alors, je pense que c'est spécifique parce que l'importance du réseau est très important. Le business se fait entre les hommes et non pas à travers d'appels d'offres ou de services achats. Ça, c'est très important. Moi, pour ma part, j'utilise, depuis mon arrivée d'ailleurs en Suisse, les services de la Chambre d'industrie France-Suisse parce que vous faites énormément d'événements. Ça nous permet de croiser énormément d'entreprises. Je pense qu'il y a aussi l'avantage d'être dans un système communautaire et du coup, entre Français, on essaye aussi de s'entraider. C'est important, il ne faut pas le sous-estimer. Et au-delà de ça, on va travailler sur d'autres cantons systématiquement avec les chambres de commerce. On est inscrit dans toutes les chambres de commerce parce que pour nous, c'est un terrain de chasse. C'est le terrain de chasse le plus important, ou les promotions économiques quand les chambres de commerce ne sont pas là. Donc, on est très actif sur ces réseaux.
Très bien. Merci beaucoup, Franck. Je crois qu'on arrive maintenant au bout de ce webinaire. Merci, Franck Blampin. Merci à tous nos participants. Vous avez à l'écran les prochains webinaires qui vont se tenir à partir de la semaine prochaine. On a un rythme qui est assez soutenu jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, n'hésitez pas, les inscriptions se font en ligne. Et pour ce qui est du webinaire d'aujourd'hui, il a été enregistré et vous recevrez assez rapidement un lien avec l'enregistrement du webinaire et la présentation qui vous a été faite. Par ailleurs, les équipes de la Chambre se tiennent à votre disposition à tout moment pour organiser un rendez-vous virtuel ou physique. Maintenant, on va reprendre les rendez-vous physiques pour discuter ensemble de votre projet éventuel de croissance externe, d'implantation sur le marché suisse. Merci encore, Franck, et bon après-midi à toutes et à tous. Merci.